Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire des jeunes. Notre but suprême, amener chaque jeune le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette, animateur, et c'est avec un immense plaisir que j'anime cette émission. Également avec moi, ma comparse de base. Il y en a qui viennent de temps en temps, mais ça, c'est ma comparse. Oui, on se respecte beaucoup. Alors, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Puis aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Mme Marie-Claude Lacombe, qui est mère, grand-mère, mais c'est pas pour ça qu'on l'a invitée. On n'aurait pas invité plein de monde sinon. On l'a invitée parce que c'est la directrice générale d'Action Réussite. Puis c'est assez simple. Là. Je dis on. Marie-Aimée faisait la liste des invités et dire on pourrait inviter tel organisme, telle personne, telle affaire, telle qui est en lien avec lui. Puis à un certain moment, elle a réalisé que ils ne s'étaient pas présentés eux-mêmes. C'est quoi ça, Action Réussite? C'est qui ce monde-là? Pourquoi que ça existe? Puis, même moi, la première fois quand on s'est rencontrés, c'était un peu flou là, ce que vous étiez, dire OK, ça n'a pas de lien direct avec l'école. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question-là. C'est qui ça, Action Réussite? Et quoi de mieux que sa directrice générale pour nous l'expliquer? Parce que ceux qui nous suivent fidèlement, je ne sais pas combienième épisode on est parce que vous êtes dans le futur, mesdames et messieurs. Mais Action Réussite, c'est pas juste une gang de podcasteuses. Ils font beaucoup de choses et c'est ça qu'on va voir avec vous, les filles, aujourd'hui. Merci d'être là, public, au rendez-vous si fidèle. Avant de commencer, évidemment, on va commencer par présenter Marie-Claude. Bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Je suis Marie-Claude. Je suis Marie-Claude. Mais qui êtes-vous, madame? C'est quoi votre parcours? Comment tu t'es retrouvée à être directrice générale d'Action Réussite? Est-ce que tu es là depuis le début? Est-ce que tu as repris un flambeau qui existait déjà? J'ai trop de questions en même temps. J'ai beaucoup de réponses. C'est correct, on est là pour jaser. C'est ça. En fait, moi, je suis directrice générale pas depuis mon embauche. Quand j'ai été embauchée en décembre 2000, l'objectif, le premier mandat que j'avais à accomplir, c'était qu'Action Réussite devienne un OBNL. Parce que ça existe depuis les années, pas 1900 tranquille, mais début 2000. Okay. Ça a commencé par un comité en persévérance scolaire, comité de lutte au décrochage. Puis ça l'a évolué, ça l'a cheminé. C'est parce qu'il y avait à ce moment-là une situation que les gens ont fait « Oh, faut qu'on fasse quelque chose pour le décrochage scolaire ou la réussite. » Oui, bien en fait, les taux de diplomation, ça fait plusieurs années là, que c'est un défi partout au Québec. Oui. Puis c'est le ministère de l'Éducation qui avait lancé un appel, dans le fond, jadis, dans le temps, au Conseil régional au CRDA. La CREA. Conseil, c'est ça. Conseil régional des élus. Oui. Fait que c'était un projet. C'était vraiment pour mettre en place une table de concertation régionale pour faire de la lutte au décrochage scolaire. Fait que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Puis ce comité de lutte-là au décrochage scolaire est devenu un comité pour la persévérance scolaire. Hein? Pourquoi travailler dans le négatif quand on peut être dans le positif? Pas fou. C'est ça. Puis quand la CRE a terminé en 2015, c'est la TAM Interordre qui avait pris le relais. La TAM Interordre, c'est les directeurs généraux des centres de services scolaires, DG du Cégep puis le recteur de l'UQAT, qui avait pris le relais pour continuer à faire fonctionner ce bébé-là, dans le fond, qui donc était... les résultats ont été convaincants pour qu'ils ont dit l'organisme, la CREA disparaît, mais nous, on veut garder. Oui. Pour eux autres, c'était un lieu, dans le fond, où on devait travailler en collaboration, en concertation. Puis moi, quand j'ai été engagée en 2020, dans le fond, l'objectif, c'était que ce comité-là, cette table de concertation-là, devienne un OBNL. Okay. Donc, c'était mon premier mandat. Moi, à la base, tu sais, pourquoi je me retrouve là, Action Réussite? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben oui. En quoi tu es instructée? En quoi je suis instructée? Moi, à la base, dans le fond, j'ai un parcours scolaire assez classique, je dirais. Là. Tu sais, j'ai fait mon secondaire... Puis jadis, mon père me disait, il faut que tu fasses de la maths forte, de la science forte, parce qu'il faut que tu t'ouvres le plus de portes possible. Ce que j'ai fait... J'aimais pas tellement ça, puis j'étais pas la meilleure non plus. Hein. J'avais on l'entend encore aujourd'hui. Prends tes sciences pures, puis le jeune n'a aucun attrait pour les sciences. Il finira pas dans le laboratoire. Mais il y a de quoi de rassurant pour le parent.
c'est ça. Ben, c'était un peu ça, je pense. Oui. Fait que j'ai fait ce parcours-là. Après ça, je me suis inscrite au cégep en lettres et langues. Moi, je viens d'Amos, j'habite à Amos, puis l'objectif de m'inscrire en lettres et langues, mes parents m'avaient dit, si tu fais un cours qui s'offre à Amos, tu vas rester à Amos. Okay. Fait que j'ai travaillé fort pour trouver un cours qui se donnait ailleurs qu'à Amos. Je voulais aller vivre ma vie de jeune. Puis en faisant lettres et langues, dans le fond, je me suis aperçue que moi, c'est pas tant ça qui m'intéressait. C'est pas tant, je pensais que c'était les communications qui m'intéressaient, mais en fait, c'est pas tant les communications que les relations humaines. Fait que quand c'est venu le temps d'appliquer dans les universités, moi, j'ai appliqué en journalisme, en psychologie, en criminologie, en travail social. Je pense que j'ai fait 5 demandes d'admission dans des programmes différents. Puis en passant les tests d'admission, je me suis rendu compte, c'est ça. Moi, ce que je recherche, c'est pas en traduction aussi que je m'étais inscrite. Ah oui. Oui, c'est ça. Là, c'est là que j'ai fait la différence entre communication, relations humaines. Puis c'est là que j'ai décidé de m'inscrire au bac en travail social que j'ai fait à l'UQAT. Puis que j'ai lâché à un moment donné dans mon parcours. Moi, j'ai décidé que... Tu étais prête? Non, j'étais pas prête, je pense. C'était ça. Je trouvais que ça allait vite pas mal. Là. Je me trouvais bien jeune pour... tu sais, j'ai lâché, moi, après 2 ans et demi d'université. Fait qu'il me restait une session, un stage. Mais j'étais comme, moi, faut que je vive ma vie. Là. On dirait que je me sentais bien insécure d'aller aider les gens quand moi-même... Tu n'avais pas assez vécu encore à ton c'est ça, goût. c'est ça. Fait que j'ai arrêté mon bac. J'ai pris comme un 6 mois, là, je suis retombée sur mes pattes. Puis l'année d'après, je suis allée finir. As-tu fait je pars moi avec un sac à dos puis je vais vivre des expériences? Non, tu as travaillé? Pas en tout. Pas en tout. Pas du tout. Juste... Une fois, on a cette affaire-là, je vais aller voir le monde. Non, juste prendre du recul, me dire, c'est tout ça que je veux faire. J'ai travaillé un peu, j'ai vécu ma vie. Après ça, j'ai recommencé ma session à temps partiel. Un coup, j'ai fini mon bac en 1996. Ça commence à faire plusieurs années. Je n'ai pas travaillé tout de suite dans mon domaine non plus. Je me trouvais encore une fois bien jeune pour aller régler les problèmes des gens. Moi, à 22, 23 ans, mettons, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai à dire à un parent? Moi, pas grand-chose. T'sais, comment je vais aider une personne âgée? C'est une bonne question. Oui. Fait que j'ai travaillé, j'ai roulé ma bosse, puis à un moment donné, après avoir eu mes 2 enfants, là, je me suis dit, OK, là, je suis prête, mes enfants rentrent à l'école, je suis prête à aller travailler. Fait que en janvier 2000, au bug de l'an 2000, j'ai commencé ma carrière comme travailleuse sociale au CLSC. Puis là, tu avais du vécu, de l'expérience. J'avais plus de vécu. Oui, mais entre 85 et 2000. Oui, 96 et 2000. 96. Ouais, 4 ans, c'est ça. Excusez, j'ai dit 85, j'avais 27 ans au lieu de... C'est ça, tu sais, fait que... donc, j'ai commencé comme travailleuse sociale au CLSC. Moi, les gens qui me connaissent savent comment que j'ai la bougeotte. J'ai besoin de projets, j'ai besoin de... C'est le fun de créer quelque chose. Oui, c'est ça. Sauf que quand tu es travailleuse sociale, tu as beaucoup de reconnaissance des personnes que tu accompagnes, mais vite, ça vient, tu sais, un processus de relation d'aide, c'est un processus de relation d'aide. Puis moi... Ça devient redondant. Oui, c'est ça. Je m'ennuyais un peu. Fait que j'ai quand même travaillé là-dedans 5 ans. Puis à un moment donné, il s'est ouvert un projet pour travailler sur la fusion des CLSC, CHSLD, hôpital. Je me suis dit, hey, essayez ça, moi, je vais aller faire ça. Fait que j'ai eu cette charge de projet-là pour 2 ans. Puis à un moment donné, dans le réseau de la santé, ils ont ouvert ils ont fait des appels pour former des futurs gestionnaire. Fait que ils offraient une formation. Dans le fond, ils offraient un micro-programme en gestion de 2e cycle. Puis moi, je payais un tiers. L'Agence de la santé, dans le temps, payait un tiers. Puis l'établissement payait un tiers. Fait que je me suis dit, hey, je vais essayer ça. Moi, je vais appliquer. Puis si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais si je l'ai, je l'ai. Fait que je l'ai eu. J'ai commencé un micro-programme en gestion. Puis une fois, le micro-programme, je suis devenue CAD dans le réseau de la santé à cette époque-là. Puis une fois que j'ai fait mon micro-programme, il offrait le DES. Fait que, là, tu sais, le diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est un grand nom, là. Mais fait que je me suis dit, je vais continuer. Fait que j'ai filé là-dedans jusqu'en 2010. Dans le fond, de 2006 à 2010, j'ai fait mon cours à temps partiel en travaillant à travers les hockey, le cheerleading et les activités des enfants. Là. Moi, j'ai fait ça à l'aréna. C'est un gros bout. Des polyvalentes. Là, fait que, puis en 2010, ça s'est arrêté là. Dans le fond, j'ai continué à travailler dans le réseau de la santé. En 2015, je pense, 2014-2015, l'UQAT nous a relancés pour dire « Hey, on offre les 5 cours manquants pour avoir accès à la maîtrise en gestion des organisations publiques. » Fait que moi, je me suis dit « Hey, tiens, je vais
vais continuer ça. Ça m'intéresse, ça m'a toujours nourri. T'aimais ça, c'est ça. Oui, puis de suivre des formations pendant que tu travailles dans un... Tu sais, moi, j'étais dans des postes de gestion, de cadre intermédiaire, de cadre supérieur, ou direction générale. Ça me permettait toujours de prendre un recul sur mon travail, puis ça m'aidait à continuer à évoluer. Fait que j'ai fini ma maîtrise en 2019. Fait que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté l'école, on peut dire. N'ayez pas peur de faire ça. Ça a l'air d'un long parcours, mais tranquillement, aller chercher des formations tranquillement. Effectivement, ça vous permet après ça d'appliquer sur d'autres jobs pour vous garder éveillé, vous garder stimulé. Puis c'est ça. Puis c'est une bouchée à la fois. C'est un cours à la fois, une journée à la fois. Fait que c'est un choix de vie. Là. Je parlais dernièrement à ma fille, puis elle me disait « T'as fait des sacrifices pour faire ça? » Oui, mais pas tant que ça, dans le fond. J'ai manqué Virginie. Là. Moi, j'ai jamais écouté ça de ma vie. C'est ça. Mais c'est des choix de vie. Moi, le soir, au lieu d'écouter des téléséries, je faisais mes devoirs. C'est ça. Fait que ça, c'est mon cheminement, je dirais, plus académique. Puis, mon cheminement académique m'a fait évoluer dans mon travail aussi. J'ai travaillé quand même 15 ans dans le réseau de la santé comme intervenante, chef de programme de soutien à domicile, directrice, sur des postes de plus en plus... Puis à un certain moment, Action Réussite est arrivée. Non, à un certain moment, OK. M. Barrette oui. et monsieur, nos ministres ont réformé la santé, les services sociaux. Puis moi, j'étais partie pour faire une carrière là-dedans, mais les postes, quand ils ont fusionné tous les établissements pour faire le CISAT... Ils ont enlevé les cadres intermédiaires. Les cadres supérieurs, les postes étaient abolis, puis on était brassés puis redistribués en région. OK. Puis moi, j'étais moyennement à l'aise. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup être proche du monde. J'aime avoir les mains dans le cambouis, là, en bas français. Oui. Puis là, je me disais, me retrouver dans un poste régional, je suis pas sûre... je trouvais qu'on perdait du sens aussi au travail. Une distance qui s'installe, c'est une grosse bâtisse. Là. Oui, puis tu sais, quand t'es... Moi, ma formation de base, c'est du travail social, donc c'est d'être au service des gens. Oui. Là, on était au service d'un ministère. Tu sais, c'était ça, moi, l'interprétation. Ça veut pas dire que c'est ça, là, mais moi, mon petit chemin dans ma tête, là, c'était ça. Fait que on avait le choix de partir à la pré-retraite. Ça n'était pas de mon âge, d'être replacé ou de quitter. Moi, j'ai choisi de quitter le réseau de la santé. Puis, j'ai eu... La vie fait bien les choses. Là, je suis devenue directrice générale de l'appui pour les proches aidants d'aînés en Abitibi-Témiscamingue. Fait que j'étais la DG, mais j'étais mon employée. J'étais la seule. Fait que j'ai pu faire mes classes comme ça. Fait que j'ai roulé ma bosse pendant un bout de temps. J'ai travaillé à l'OMH, à Amos, à l'Office municipal d'habitation. Je suis retournée à l'appui, puis quand l'appui, les bureaux régionaux, les OBNL régionaux fermaient, ça devenait des coordinations régionales. Moi, j'ai décidé de quitter aussi. Je ne suis pas une grande fan de la centralisation. Tu sais, ceux qui lisent entre les lignes, là, je ne trippe pas ma main là-dessus. Fait que on avait 1 an, dans le fond, pour fermer les choses. Fait que moi, je regardais qu'est-ce qui se passait, puis à un moment donné, j'ai vu passer ça, cette espèce de poste-là, coordonnatrice au développement. Déjà, le titre m'allumait. Moi, ça avec ta personnalité. Oui, développement. C'est de créer quelque chose. Il y a de quoi de dire, OK, c'est... Comment on va contribuer, comment... Exact. Dans le fond, il y avait beaucoup là-dedans aussi de concertation, bon, mettre sur pied nos BNL, travailler avec des partenaires, soutenir la persévérance de tous les scolaire. Milieux, en plus. Oui, c'est très, très large. Le terrain de jeu est grand. Tu fais affaire avec toutes sortes dont on va vous expliquer après. Ma prochaine question, ça va être « C'est quoi Action Réussite? » On y arrive. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que c'est ça. Fait que j'ai appliqué là-dessus, puis je me suis retrouvée dans quelque chose de plus grand que moi. C'est comme ça que je décrirais Action Réussite. Oui. On soutient la persévérance scolaire, la réussite éducative, en collaboration avec les partenaires, puis en dehors de l'école. Mais la persévérance scolaire, la réussite éducative, ça commence dans le bedon, puis ça finit à l'obtention d'un diplôme, quel qu'il soit. Là. Moi, j'ai eu ma maîtrise, j'avais 49 ans, 48 ans, fait que ça peut durer longtemps, puis c'est pas fini. Peut-être qu'à un moment donné, je retournerai... faire un doctorat ou... Il y en a que c'est le doctorat, il y en a que c'est un métier semi-spécialisé, il y en a que c'est un professionnel, il y en a que c'est un DEC, ça n'a pas d'importance. C'est juste de trouver son X. Oui, c'est ça, trouver sa voie. C'est ça. Dans mon esprit, Action Réussite sert à outiller les gens qui entourent un jeune pour... C'est ça, je le dis dans l'introduction tout le temps, pour qu'ils disent, bon, ben là, moi, c'est là que je vais aller, c'est là que je vais être bien. Puis que je vais être productif. Moi, je me réalise, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, moi, qui a teinté mon parcours, je dirais. Là. Puis le fil conducteur, c'est les relations humaines, puis c'est
développer des choses, changer le monde. Mais au début, vous arrivez, toi, tu crées cet organisme-là. Le milieu, tu ne connais pas ça. Comment, tranquillement, tu tisses tous ces liens-là avec tout... Je disais tout à l'heure, vous avez des liens avec à peu près tout le monde, n'importe quel organisme. Oui, bien en fait, on était déjà connus parce que comme c'était une table de concertation ou un comité de travail qui durait depuis déjà 15 ans, bien, quand on est arrivé, c'était comme la suite logique. Là. Les partenaires le demandaient à la table interordre, tu sais, on a peu de moyens, dans le fond, pour changer des choses parce que quand tu es un OBNL comme Action Réussite, l'objectif, c'est de changer des choses, c'est de faire augmenter les taux de diplomation, c'est de contribuer à atteindre ces grands objectifs-là. Puis on n'y arrivait pas. Fait que la logique derrière ça de la table interordre, c'était bien, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Si on veut changer des choses, il faut qu'on consolide cet organisme, cette table-là qui est devenue un organisme, puis qu'on lui donne les moyens de poser des actions. Puis avoir une équipe. C'est ça que j'étais pour dire. Finalement, l'équipe grandit, on a plusieurs projets. Bien, ça, c'était un des premiers enjeux qu'on a été confrontés. Celle qui était là avant moi était seule, des fois elle était à temps plein, des fois elle était à temps partiel, selon le financement, selon les projets. Fait que, tu sais, une des premières décisions qui a été prise, c'est on consolide l'équipe. On se crée une équipe et on la consolide. Puis à travers ça, nous autres, on est soutenus par le ministère de l'Éducation. C'est lui notre principal bailleur de fonds. On a d'autres partenaires financiers, mais c'est notre principal. Notre objectif pour lui, c'est d'être une instance régionale de concertation. Fait qu'on ne peut pas faire les choses seul. Il faut se réseauter avec un paquet de partenaires, de la petite enfance, du milieu scolaire, des études supérieures, du marché du travail. Tu sais, des fois, quand on fait notre reddition de compte, là, moi, je me rends compte de l'ampleur du monde à qui on parle. Là, il y en a des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Là. Oui, puis tu me demandais aussi, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs au Québec? Là? Tu dis une instance régionale de concertation. Ouais. Pour nous, c'est clair ce que c'est, mais finalement, il y en a un peu partout au Québec. On est plusieurs à se partager des pratiques qui sont gagnantes. Puis il y a des échanges. S'il y a un projet qui a fonctionné dans une région, on se dit « Oh, c'est donc une bonne idée, ça. » Probablement qu'il va y avoir un podcast comme le nôtre dans le Bas-Saint-Laurent bientôt. On va partager le nôtre partout au Québec. C'est encore mieux. Ouais! Non, mais ça m'amène à une des particularités d'être une instance régionale de concertation, c'est qu'il y en a une dans chaque région, puis c'est pas pour rien, c'est que chaque région est distincte. Puis même dans notre propre région, il y a des territoires qui sont distincts. Tu sais, ça, c'est une volonté, je dirais, du ministère d'être le plus près possible des défis et des enjeux de la population. Là, on est au service de la population, puis on est là pour changer des choses. C'est pas la même réalité à Laval ou ici, ou pas du tout. Non, c'est ça. La Côte-Nord, ils ont des enjeux similaires, mais différents. Tu sais, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, c'est nos proches loin partenaires. Là, c'est des grandes régions à faible densité. C'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. Fait que, mais on peut partager des enjeux similaires, mais on n'a pas les mêmes enjeux que Montréal, mettons. Fait que, c'est pas la même réalité. Nous autres, on a les mines, les professionnels gagnent des très hauts salaires, alors que les pêcheurs, peut-être, ou le milieu forestier dans d'autres régions va pas si bien que ça depuis quelques années. Fait, au niveau financier, c'est pas la même réalité. Non, souvent, c'est ça. Au niveau du territoire aussi. Nous autres, on a un grand territoire, mais tout est accessible en auto. Là, des fois, on est dans un rang, mais on est quand même capable de se rendre. En Côte-Nord, c'est pas comme ça. En Gaspésie, les îles de la Madeleine, c'est pas comme ça non plus. Vrai. Là. C'est ça. Pour les gens qui n'ont jamais entendu parler, qui nous entendent discuter depuis tout à l'heure, puis qui disent « OK, c'est bien le fun, mais moi, je connais pas ça, Action Réussite. C'est la première fois que j'écoute votre podcast. Je n'ai aucune idée ou je n'ai jamais entendu parler de cet organisme. C'est quoi? » Oui. Bien, rassurez-vous, c'est normal que vous ne nous connaissiez pas. Ça, c'est... Hein? Tout va bien, c'est normal. La première, tu sais, puis pourquoi c'est comme ça? C'est que notre clientèle, nous autres, les gens à qui on s'adresse en premier, c'est les partenaires de la communauté. Fait que maison de jeunes, maison de la famille, centre de services scolaires, c'est vraiment nos proches partenaires, c'est la communauté. Puis notre partenaire, je dirais, secondaire ou qu'on a choisi parce qu'on se sent interpellé, c'est les parents. C'est eux autres qu'on cherche à rejoindre. Fait que les gens nous connaissent pas beaucoup parce que c'est pas notre partenaire premier, puis aussi parce que ça fait pas longtemps qu'on a décidé d'alimenter les parents sur le rôle qu'ils ont à jouer par rapport à leurs enfants. Puis on commence. On est un jeune OBNL. Moi, j'ai été engagée en 2020, mais l'OBNL a été mis sur pied en 2021. On a fait notre première planification stratégique en 2022. Puis, tu sais, une planification stratégique, là, des fois, on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Ce bébête-là. » C'est théorique, c'est ça. Oui, mais nous autres, ce qu'on voulait dans la planification stratégique, c'est choisir sur quoi on va travailler en premier
où est-ce qu'on va mettre 20 d'efforts qui va donner 80 de résultats. Ouais. C'est ça qu'on a essayé de choisir. Fait que, tu sais, nos grandes orientations, c'est de faire que les enfants rentrent à la maternelle sans vulnérabilité. Sans retard. C'est ça, sans retard de développement, qui arrivent à l'école, qui soient prêts à faire des apprentissages. Notre deuxième orientation stratégique, c'est que ça soit égal pour les gars et les filles, l'accès au diplôme. Les gars ont des défis, les filles ont des défis. On a des grands enjeux en région là, sur les taux de diplomation de nos garçons, de nos filles aussi, pas pour les mêmes raisons, mais comment on met des moyens en place pour soutenir ces jeunes-là. Notre troisième orientation stratégique, c'est la conciliation études-travail pour obtenir une qualification. Si on recule, là, on est en 2024, la donne a changé un peu, mais en 2022, quand on a fait ça, il manquait beaucoup de personnel. Tu sais, les jeunes travaillaient des fois des 40 heures semaine à l'épicerie, à travers l'école, tout ça. Là, la loi qui encadre le travail des jeunes est venue changer ça, mais il y a quand même des grands enjeux. Là, tantôt, tu parlais des mines, de la forêt. Oui, c'est que c'est tentant à certains moments de dire, je peux, surtout en ce moment qui en manque beaucoup, tu peux partir avec ton secondaire 3. Mais moi, ce que j'explique aux élèves, j'ai dit, par la suite, si tu veux monter dans les échelons, si tu veux appliquer sur des jobs, va chercher un diplôme, va te chercher un... Mais eux autres, ils voient juste le « Hey, j'ai pas besoin d'aller à l'école, puis tout de suite, j'ai un gros salaire. » Puis je le comprends, c'est tentant. Bien, c'est tentant, puis on a un peu ça dans notre culture en Abitibi-Témiscamingue. Hein? On entend ça. Là. Moi, j'ai été travailleuse sociale pendant plusieurs années. J'ai côtoyé des jeunes. J'ai travaillé aussi avec les personnes âgées qui disaient « Moi, lâché l'école en 3e année, j'ai bûché toute ma vie. » C'est ça. Fait que ça, on est porteur de cette culture-là de région ressources. C'est notre 4e orientation. Travailler la culture pour que nous autres, ça soit dans nos valeurs fortes d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme. Tu sais, ce que tu dis sur le développement, puis plus tard, c'est vrai, mais aussi tous les métiers qui ont pas une technique, mais qui n'ont pas de cours ou qui a un DEP, bien, on est à l'intelligence artificielle, la robotisation. T'sais, on le voit dans les épiceries, là, déjà, il y a moins de caissières dans les épiceries, c'est des caisses automatiques. T'sais. C'est un métier qui va être disparu dans 15 ans. Ça se peut, c'est ça. Moins que ça demande, plus que ça peut être robotisé ou automatisé, plus qu'on est à risque de perdre notre emploi. Fait que ça, c'est des grands enjeux. Là, ça peut paraître bien, bien loin, mais c'est des grands enjeux qui nous guettent. Puis si on ne change pas notre façon de penser, ben on se met à risque de perdre notre emploi. C'est pas drôle là, quand tu gagnes un salaire de mineur ou de bûcheron, tu gagnes 80 100 000 $ par année, tu as des paiements. Aussi, ben c'est ça. Fait que là, on met la personne devient en insécurité, mais la communauté aussi. Là, fait que, puis, tu sais, l'autre fois, tu nous disais dans un des épisodes que on est, je pense, la région où il y a le plus de diplômés de première génération. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Au niveau, tu disais tout à l'heure, changer la culture, c'est pas quelque chose de traditionnel de faire des études, d'aller au cégep ou d'aller à l'université. On a le collège qu'on a eu depuis les années 60, mais encore une fois, la grande majorité des jeunes ne vont, tu sais, je dirais 1 ou 2 générations en arrière, n'allaient pas du tout chercher de diplôme. Il y avait une 7e année, une 8e année, des choses comme ça. Oui, bien c'est ça. Un étudiant de première génération, c'est le premier de sa famille qui accède aux études supérieures. Cégep université. On traîne le lunch. Est-ce qu'on va chercher ça jusque-là? Tu disais jusqu'à la diplomation. Est-ce que, puis tu disais tout à l'heure, il y a le cégep, l'université, il y a... Est-ce que tu travailles aussi beaucoup avec ces organismes-là? Oui. Okay. Oui, puis j'ai 2 idées. Là. Oui, vas-y, excuse-moi, je parle beaucoup. Moi aussi, je parle beaucoup. C'est correct, t'es là pour ça. Ça va vite dans sa tête. Oui, ça va vite dans ma tête. Mais ce projet, là, c'est pas pour rien. Oui. La question que tu posais, c'était juste pour me... C'était pour les premières générations. Oui. Comment vous avez décidé de vous attaquer à ça, cette culture-là de on n'a pas besoin d'aller à l'école? Bien, en fait, il y a beaucoup d'actions qu'on pose par rapport à ça. Je peux te donner une statistique. Oui. Là, c'est vrai qu'on traîne le lunch sur les étudiants de première génération, puis il y a des choses qui expliquent ça. Là. On a une université qui est quand même jeune, en Abitibi-Témiscamingue. On est chanceux d'avoir une université. Ça favorise que les générations aillent à l'école. Plus que tu as un service qui est proche de toi, plus que c'est facile, plus que l'accès est facile. Ça nous permet de garder nos cerveaux aussi. Là, oui, c'est ça. Puis le fait que comment c'est bâti d'avoir des campus. Des points de service, c'est ça. Fait que ça, c'est favorable, puis on commence à voir changer les choses. Mais tu sais, moi, dans ma famille, je suis la première qui a accédé à l'université. Là. Probablement que c'est comme ça dans beaucoup de familles moi, je pense que je suis le deuxième, région. C'est ça.
Fait que tu sais, ça c'est facile à repérer ça autour de nous, mais on est les champions des diplômes d'études professionnelles. Si ma mémoire est bonne, on est les premiers ou les deuxièmes là, au Québec. Fait que ça c'est une force, puis ça s'explique aussi, on est une région ressources. Fait que il n'y a pas tant de troisième transformation, mettons, mais c'est très les métiers très de première. Il y a énormément d'emplois dans ces secteurs-là. Tout à fait. On disait tout à l'heure c'est des bons emplois aussi. Ouais. Oui, et puis quand on parle d'obtenir un diplôme ou une qualification, on n'est pas dans les fois absolument que tout le monde est à l'université. C'est pas ça. Si on veut que les gens puissent cibler, identifier un métier qui leur correspond, puis qui leur permet, avec une qualification, de le faire. Ouais. Que ce soit aux professionnels, que ce soit une attestation quelconque. Là. Est-ce qu'il y a dans vos missions de valoriser aussi, moi, quand j'étais étudiant au secondaire, il y avait quelque chose de très... on dévalorisait beaucoup les professionnels, je trouvais, les DEP. Autant aujourd'hui, je le vois, les efforts des pubs, des promotions, puis on en manque, là, tu sais. On manque de plombiers, on manque de bricoleurs, on manque de... Est-ce que ça fait partie de vos missions de valoriser chaque type de formation? Oui, bien en fait, on veut ce qu'on veut. Peu importe, tu sais, Marie-Mé, tu l'as dit, là, peu importe le diplôme ou la qualification, l'important, c'est d'en avoir un, c'est d'être qualifié pour accéder au marché du travail. C'est ça l'objectif, dans le fond, là. Puis, tu sais, il y a des études qui prouvent que plus tu es scolarisé, bien, c'est sûr, plus tu augmentes ton salaire significativement, là, mais plus tu es scolarisé, plus tu vis longtemps aussi. Puis plus tu t'impliques dans ta communauté. C'est ça. Fait qu'il y a plein d'effets secondaires positifs. Puis il n'y a rien n'empêche de faire comme Marie-Claude aussi, de dire, va te chercher une diplomation et après, tout en travaillant, tranquillement, aller selon tes intérêts aussi, des fois, tu te rends compte, finalement, je prendrais plus cette tangente-là, puis on apprend à se connaître tout au long de la vie aussi. Là. Je pense que c'est correct de s'ajuster. Puis Ou tu travailles sur le terrain, puis à un moment donné, oups, hey, j'aime ça, moi, être gestionnaire, je veux m'occuper des employés. Honnêtement, tu sais, si quelqu'un m'avait dit dans la vie, tu vas être directrice générale, tu vas faire des budgets, j'aurais ri parce que j'haïssais tellement ça, les maths. Je comprenais pas pourquoi je faisais ça, mais... Il y a ça aussi, la maturité, hein, quand tu vieillis, là, mais c'est ça, obtenir une qualification pour développer son potentiel, son plein potentiel, pour accéder au marché du travail, puis pour contribuer à la société, c'est ça l'objectif, là, puis être bien, hein, parce que tu peux... une qualité de vie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de projets? Oui, de choses qu'on fait. De choses que vous faites, c'est ma question, c'est ça. Des exemples concrets, les gens disent, on s'est impliqué dans telle chose. Peut-être, là, les gens vont dire, oui, ça, je l'ai entendu parler, ça, je... Tu sais, travailler la culture, tantôt, c'était ça ta question, là, comment on travaille ça, la culture? La culture, c'est pas évident à changer. C'est mou, de la culture, hein? C'est pas une science exacte, là. On travaille sur le schème de valeur des gens. Bien, le balado, ça fait partie du travail de culture, tu sais. Oui, allô? Cacao. Mais tu sais, rendre accessible, aider les gens à avoir des modèles, réfléchir ensemble. Il y a plein les déterminants de la réussite et de la persévérance, il y en a une tonne, mais juste les énumérer, on va se dire, hey, c'est plate, ça. Fait que, tu sais, faire vivre ça un peu auprès des gens. Fait que ça, c'est une chose qu'on fait. Le balado s'appelle « Cultivons leur potentiel ». Cultivons leur potentiel, c'est une campagne de société qu'on mène aussi. Pour mettre au cœur, tu sais, si les gens vont sur le site web, c'est la page d'accueil, il y a l'histoire d'Ophélie, l'histoire de Samuel. Samuel, c'est un gars qui est rendu dans son parcours, qui a lâché l'école, qui est rendu à l'université au bac en génie électrique, ce qui n'est pas rien. Ophélie, c'est une petite fille de 4 ans qui n'a pas commencé l'école encore, qui est en préparation à son cheminement scolaire. Fait que c'est ça, travailler la réussite éducative, la persévérance scolaire. Là, tu sais, tantôt, on disait le terrain de jeu est grand. Terrain de jeu est grand, là. Les parents ont un rôle à jouer, les grands-parents, les employeurs, les enseignants. Puis on n'en a pas parlé encore, mais on a des... Il y a des comités locaux aussi, là, différentes instances locales. Donc, à Rouen, il y a Priorité Jeunesse. Eux ont leur plan d'action. Donc, déjà, localement, il y a une couleur, il y a des actions qu'on soutient, d'ailleurs, qu'on va pouvoir donner des exemples. Mais c'est ça, on n'est pas... on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, puis on est conscient que terrain, localement, il y a des particularités, puis... C'est-tu ces gens-là qui communiquent avec vous, dire hey, nous autres, tous ces organismes-là, hey, nous, c'est-tu une expertise que vous leur donnez? Bien, je dirais qu'on travaille en proche collaboration parce que nous autres, moi, là, je côtoie pas, moi et nous, on côtoie pas les jeunes, par exemple.
Ben toi, tu côtoies les jeunes. Les gens qui travaillent sur les territoires, dans les comités locaux, eux autres, ils côtoient les jeunes. Là. C'est des enseignants, c'est des conseillers pédagogiques, c'est du monde proche. Fait qu'on n'a pas le choix de travailler ensemble. Si on travaille tout seul, on va être déconnecté de la réalité des jeunes, des parents. Fait que... Pour qu'eux autres disent, voici le problème, voici notre objectif. Qu'est-ce qui... C'est là qu'ils viennent vous consulter? Bien, on travaille ensemble sur... Tu sais, tantôt, je disais les 4 grandes orientations qu'on a. Bien, on n'a pas choisi ça tout seul. Un bon matin, je me suis pas levée en regardant Moi, je décide que... Oui, c'est ça. Je pense que nous autres, on serait bon. Tu sais, on a interpellé un paquet de partenaires. On a fait une journée de réflexion. On leur a demandé de sortir leurs grands enjeux, tu sais, pour être capable, nous autres, de tirer des grandes lignes régionales. Puis les partenaires avec qui on travaille adhèrent à ces orientations-là, fait contribuent aussi par leurs actions à différents niveaux. Puis nous, on contribue à leurs actions aussi, parce que certains territoires ont des enjeux particuliers aussi. Fait que... Mais si c'est pas... un parent nous appelle, des fois, les gens me demandent, là, OK, mais là, si mon enfant, j'ai des défis, l'encourager à l'école, j'ai peur qu'il décroche, bien là, c'est pas nous qu'il faut appeler. Là, on n'est pas en première ligne pour ça. Vous allez les avoir, évidemment, en dessous de l'émission. Tous les liens, il y a énormément d'informations. Si les gens ne peuvent pas vous appeler au bureau, dire « Hey, j'ai besoin d'aide », mais il y a énormément de liens, d'organismes, c'est facile avec... Le site ou... Puis on travaille un peu dans l'ombre, dans le sens où il y a des beaux projets où vous avez peut-être vu là, le cahier d'activités dans vos maisons. Ben, c'est ma collègue Marilyn, c'est nous autres qui a travaillé là-dessus. Donc, dans l'ombre, on outille les parents d'une certaine façon aussi. Là. On outille les parents. Le cahier d'activité, c'est un bon exemple. Ça, c'est des sous qui sont arrivés du ministère de l'Éducation suite à la pandémie. Puis l'objectif, c'était d'éviter les pertes d'acquis pendant l'été. Il y avait eu beaucoup d'arrêts d'école. Là, fait qu'ils nous avaient interpellés, voulez-vous contribuer? Fait que nous autres, on a dit oui. Il y a une partie qui est allée aux partenaires qui ont développé des projets. Un petit kit du parent qui veut aider son enfant. Oui, bien, puis on avait déployé pendant cette période-là, dans les camps de jour, les lits de camp, c'est des bacs de livres avec des petits guides d'activités. Tous les camps de jour en région, ou presque, ont leur kit lit de camp. On avait aussi déployé des trousses de lecture dans les maisons de jeunes, dans les carrefours jeunesse emploi, qui s'appelle la boîte à lire. Fait que ça, tu sais... Ben, c'est juste de rendre le matériel accessible. On en parle dans plusieurs épisodes, de dire s'il est là, le jeune y a accès. Dans beaucoup des projets que moi j'ai vus à travers les épisodes, c'était ça, dire les livres sont là. Oui, c'est ça. Avec des projets, c'est de rendre accessible ou avoir la question, le jeune qui se pose des questions, oups, je clique, j'ai toute l'information ou j'ai la bonne personne ressource. Puis, tu sais, c'est un moyen clé en main. Tu sais, les partenaires sont occupés, là, tout le monde a du travail. Oui. Fait que quand on réfléchit à des projets comme ça, ce qu'on veut, c'est avoir le plus possible quelque chose de clé en main. Puis, travailler, on ne dit pas à tout le monde, tu dois lire 15 minutes par jour. C'est la recommandation idéale, mais dans la vraie vie, c'est difficile à accomplir. Mais plus que tu as tes livres proches dans une bibliothèque, on envoie des fiches d'animation aux animateurs dans les maisons de jeunes, dans les carrefours. Fait on leur donne aussi des outils clés en main pour qu'ils puissent cheminer avec ça. Après ça, ils mettent leur couleur, ils rajoutent ce qu'ils veulent. Puis c'est de l'inspiration, dans le fond. Puis, vas-y. Ben, puis pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on a choisi de distribuer des livres ou tout ça? Ben, la lecture, c'est une des premières clés pour la réussite éducative. Là, il y a des prédicteurs que si tu es en échec de lecture ou en difficulté de lecture en 4e année, tu vas rusher, excusez le beau terme français, là, mais tu vas avoir de la misère. Ça va te retarder dans le reste de ton cheminement. C'est ça. Peu importe la formation que tu vas suivre, il va y avoir des choses à lire, puis de la compréhension de texte, puis de l'analyse. Oui, puis les parents veulent le bien pour leurs enfants, mais c'est pas possible pour tout le monde d'avoir des livres à la maison. Non, c'est pas... Tu disais, c'est souvent une question de culture aussi. Là, de dire, une culture de le savoir, de prendre l'habitude, de raconter des histoires. Ce balado-là, ce qu'on veut, c'est pas moraliser les gens, on le dit. On l'a dit plusieurs fois, c'est de se dire, tant mieux s'il y a des outils, des conversations, des sujets qui allument les parents. Mais c'est le fun aussi de savoir que dans les camps de jour, mon enfant, il y a aussi la possibilité d'avoir accès à des livres. Dans les maisons de jeunes, je suis pas obligée d'acheter le dernier livre à la mode qui vient de sortir. Il y en a des beaux livres dans les maisons de jeunes. Puis des fois, on le sait pas non plus que lire 15 minutes par jour, lire une histoire à ton enfant avant de se coucher, dès le plus jeune âge, ça va l'aider à l'entrée à l'école. C'est des choses c'est pas écrit nulle part, ça. C'est des choses qu'on sait pas. On apprend tout sur le tas. C'est ça. Fait que c'est un peu ça aussi notre objectif, de dire par des petits moyens,
sensibiliser les gens à facilement. C'est facile, là, t'asseoir dans le lit de ton enfant le soir, lire un petit 15 minutes. Ben, c'est facile. Des fois, c'est pas facile. Des fois, ça roule. Oui, c'est ça. Des fois, c'est pas facile, mais c'est un moyen qui est quand même accessible. Ceci étant dit, parce que tantôt, on parlait de scolarité de la population. Tu sais, en Abitibi, on est bon dans les DEP, mais on traîne le lunch dans d'autres niveaux. Bien, il y a quand même une grande partie de la population qui a de la difficulté à lire, mais ça aussi, il faut l'avoir en tête. Là, ce n'est pas tous les parents qui ont la capacité ou la facilité de s'asseoir et de lire une histoire. T'sais. Des fois, même quelqu'un, moi, j'ai été à l'école, je suis fraîchier de même, ils ont changé les termes, c'est plus les mêmes termes de français, ma mathématique est loin, là. Mais des fois, juste d'avoir des outils de base, comme tu disais tout à l'heure, un petit guide pour enligner, dire, puis une fois que tu as compris ou que tu t'es remis à jour, ça aide. Oui, puis de chercher des activités l'été, on dit oui, c'est possible de dire, OK, on va jouer dehors, ça peut être simple comme ça. Mais moi, j'en ai vu des publications sur Facebook. Là, c'est la pandémie, les enfants sont toujours sur leurs écrans. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir d'autre? À un moment donné, tu es toi-même en télétravail, tu es toi-même. Tu sais, c'est juste de leur faciliter la tâche, finalement. Aussi, c'est ça. Un autre outil concret qui s'en vient, qui n'est pas une initiative de nous, qui est une initiative d'un de nos partenaires là, du RLP de la Vallée de l'Or. Eux autres, dans leurs enjeux, parce qu'ils adhèrent à nos grandes orientations, mais ils ont aussi des enjeux par territoire. Dans leur territoire, eux autres, un enjeu qui était ressorti, c'était la gestion des écrans. Ils remarquaient que les enfants consommaient beaucoup d'écrans. On ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon. Des fois, il y en a qui disent que c'est super, il y en a d'autres qui disent que non. C'est la nouvelle cigarette. On va le savoir dans 30 ans. Ben oui, mais déjà, il y a des lignes directrices qui existent. Il faut juste réussir à trouver c'est quoi la bonne source d'information. Ben, le niveau de concentration, l'anxiété, là, ça n'a pas été prouvé le lien, mais... Il y a des hypothèses. C'est beaucoup d'hypothèses pour l'instant qu'on va le savoir quand ces petites personnes deviendront grandes. Oui, peut-être qu'on va voir d'autres impacts aussi dans 30 ans, c'est ça. Exact. Mais tu vois, comme la Vallée de l'Or, eux autres, c'était un de leurs enjeux. Puis quand on s'est assis avec nos partenaires des territoires, ils disaient « Hey, nous autres, c'est tout notre enjeu. » Ben moi, c'est pas tant mon enjeu parce que je côtoie pas les jeunes, mais cette année, le ministère de l'Éducation, avec les grèves et tout ça, nous a sollicité, dans le fond, comme partenaire pour contribuer au plan de rattrapage. Bien, on a soutenu financièrement le projet du RLP de la Vallée de l'Or pour leur petit cahier de gestion des écrans qu'on a régionalisé. Là, c'est un beau mot, mais dans le fond, toute la région va avoir accès. Comment, quoi faire à la place, comment... C'est bien mieux que ça. Ben, vas-y donc. Ça va être plus le fun si elle le compte. Ben c'est pas mon projet. Non, mais tu le connais bien. Oui, puis ils vont venir vous en parler probablement. Oui, là, probablement. C'est en cours de planification. On aimerait ça. On n'a pas de nom officiel encore. Si vous nous écoutez, on aimerait ça. C'est un teaser. Oui, c'est ça. Mais c'est un beau livre d'histoire, vraiment, qui traite pas tant que ça des écrans. Là, c'est une belle histoire d'un petit garçon qui vit quelque chose avec ses amis. Puis ça finit par une question. Tu sais, la conclusion de l'histoire, c'est une question qui est retournée à la famille. Ouvrir la conversation, oui. à la fin. Puis il y a un outil qui vient avec ça aussi pour que les gens réfléchissent à ça peut être quoi les impacts d'utiliser un écran? Qu'est-ce qu'on se donne, nous autres, comme règles? Je chicane mon enfant parce qu'il est tout le temps sur son écran, mais moi, je suis tout le temps sur mon téléphone, il me parle, tu sais. Fait que... Effectivement, c'est l'exemple. Oui, là, c'est ça. Si toi, tu es tout le temps, « Hey, lâche ton téléphone! » Fait que c'est un outil, dans le fond, amusant, je dirais, pour la famille, mais qui amène une réflexion, puis qui amène les gens à prendre leurs propres décisions. Tu sais, les lignes directrices de l'Association des pédiatres, là, je pense que c'est eux autres qui ont fait les lignes directrices, sont dedans, mais les gens sont responsables de choisir ce qu'ils veulent faire avec ça, tu sais, puis les gens ont du jugement, sont capables de gérer leurs valeurs. C'est ça aussi. Comme dans tout, ça varie d'une famille à l'autre énormément. C'est normal. C'est ça que ça encourage, cet outil-là, c'est de le faire avec les enfants, de le tester aussi. Là. Au fond, on d'essayer mène des choses. Oui, on mène règles, finalement. C'était peut-être pas tout à fait ça. Fait que ça, c'est le genre de projet qu'on soutient, qui finalement est devenu régional parce qu'on a les sous pour le faire, puis on a un timing. Oui. Un autre, tu sais, d'autres projets aussi qu'on supporte, qu'on ne fait pas nécessairement, mais justement, dans le cadre du plan de rattrapage, là, on a sollicité un paquet de partenaires en région pour voir comment ils pouvaient contribuer, mais il y a plusieurs bibliothèques là, de la région qui offrent de l'aide aux devoirs. Là, on voit ça passer sur Facebook, là, aide aux devoirs à bibliothèque. Bien ça, c'est une action où on est dans l'ombre. Là. C'est une très bonne idée. C'est des sous du ministère qu'on redistribue aux organismes pour faire des activités. Les maisons de jeunes, partout en région, toutes les maisons de jeunes vont distribuer des trousses d'aide aux devoirs à leur éducateur sur place. Aux jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes. Oui, pour les jeunes. Puis un outil d'aide aux devoirs pour les animateurs.
Fait que, tu sais, là, on sort de l'école, c'est juste à l'école. Là, ben là, l'école, c'est l'affaire de tout le monde. Des fois, dans la maison, il y a du bruit, ou si tes parents travaillent à la maison, ou si le souper, la balayeuse. Là, ou comme tu dis, t'es dépassé par les termes de dire, moi, je sais pas c'est quoi un prédicat. Puis là, whoop, t'as un jeune de peut-être 2-3 ans plus vieux, là, qui est plus à jour, qui peut aller. C'est donc une bonne idée. Ouais. Fait qu'on a des beaux projets comme ça là, qui sont en cours. Fait que, tantôt, tu disais, on travaille dans l'ombre. On travaille vraiment dans l'ombre. Là. Puis, tant mieux, tu sais, on veut que la communauté mette la main à la pâte pour travailler la persévérance scolaire, la réussite éducative. C'est ça les moyens qu'on a. C'est des beaux projets concrets, puis il y a des éléments qui sont peut-être moins concrets pour un parent. On dirait demain matin, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être utilisé par le parent, mais par exemple, le portrait que vous avez fait avant que moi j'arrive, quel bel outil qui est utilisé. On entend les partenaires dire il y a des belles données de la région sur toutes sortes de facteurs de persévérance scolaire. Ça aide beaucoup pour s'orienter après ça, dire « Oh, nos besoins sont là ». Exactement, donc ça peut être, c'est mobilisant de dire « OK, nous en région, on va faire de ça une priorité, on va travailler là-dessus, on sensibilise les élus ». Bien ça, c'est du travail qui se voit pas. Là, des fois, c'est ça. C'est comprendre notre réalité. Dans le fond, on fait partie du Québec, mais en Abitibi-Témiscamingue, on a des particularités. Fait que c'est important de les documenter, de les comprendre. Puis c'est important aussi de comprendre que dans notre grande région, il y a des territoires qui ont aussi des particularités. Tu sais, la scolarisation du territoire de Rouyn-Noranda. Val-d'Or, c'est pas la même chose. C'est pas toute la même affaire, là, c'est ça. Fait que, oui, il y a des similitudes, mais il y a des enjeux particuliers aussi. Là. Fait que ça, c'est une chose qu'on a faite. On a fait aussi... tu sais, tantôt, on parlait de culture, de l'éducation. Là, mesurer la culture, c'est pas facile. Là. Fait qu'on a fait, pour avoir comme un portrait 1.0, on a fait un sondage de perception. Fait qu'on est allé sonder les gens sur la perception qu'ils ont de l'éducation. Est-ce que les autres, ils trouvent que c'est important? Fait que ce sondage-là a donné des résultats vraiment intéressants et des surprises aussi. Est-ce que tu demandais aux gens par rapport au reste du Québec ou par rapport à ce qu'on est? Non, c'est régional. Okay. Vraiment, là, on voulait avoir... Nous autres, moi, là, j'ai dit que je n'étais pas forte sur la centralisation. Là, ça se reflète sur mon travail. Non, mais vous auriez pu dire, est-ce que vous pensez qu'on est moins instruit, plus instruit que le reste du Québec ou en Abitibi-Témiscamingue? Oui, il y avait ce type de questions-là dans le sondage. Ouais. Les gens... En fait, les gens moins scolarisés pensent qu'on est meilleur, puis les gens plus scolarisés savent qu'on n'est pas meilleur. Okay. Je dirais que c'est ça qui ressort. C'est bon. Mais ça aussi, ça amène des fois des distorsions. Là, tu sais, à l'école, c'est pas important. De toute façon, tout le monde est comme nous autres, mais non, pas nécessairement. Là. Non. Fait que c'est ça. Le sondage, l'objectif, c'est d'avoir un point zéro. D'où qu'on part, puis dans 5 ans, mettons, avec toutes les actions qu'on va avoir posées, est-ce que les gens sont à la même place? Est-ce que... c'est que vous n'avez pas le choix, vous, de vous métamorphoser tranquillement, de dire « Oups, ça c'est correct. Oh, là, le problème est là. » Fait que tranquillement, c'est en constante évolution. Ouais. Puis même chose avec le portrait, j'ai hâte de voir. Oui. Si on dit « OK, je ne sais pas quel délai qu'on s'est donné, mais... » 5 ans. 5 ans, on le refait. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est égal? Est-ce que ça chemine-tu? Oui, c'est ça. C'est motivant. Pour comprendre, il faut comprendre aussi là, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi qu'on n'atteint pas nos objectifs, là. Dans le sondage de perception aussi, il y a des choses intéressantes qui sont ressorties. Puis, tu sais, les gens qui ont été sondés, c'est de 18 à 108 ans, genre. Là. Fait que ceux qui ont parlé, c'est pas nécessairement des parents, c'est pas nécessairement des gens qui ont des jeunes enfants, ça peut être des grands-parents. Puis, il y a des enjeux qui ressortaient, comme les gens disaient, la principale raison pourquoi les jeunes décrochent, c'est parce qu'ils sont pas motivés. Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais en fait, c'est la perception des gens. Fait que ça, c'est intéressant de se questionner là-dessus. Pourquoi les gens perçoivent ça? Moi, je trouve qu'il y a un beau lien à faire avec la culture, avec... on l'entend des professeurs, mais des enseignants, je devrais utiliser les bons termes, mais les jeunes, eux autres, on n'a pas leur point de vue. C'est la perception des adultes nous, on envers les jeunes. Nous, on entend beaucoup parler à l'école de tous les profils qui ont ajouté, les profils sport, les profils artistiques. Le but, c'est de garder le jeune accroché. Dire, des fois, j'aime peut-être moins cette matière-là, mais je sais que j'ai de l'art dramatique en P4, puis ça me motive, puis c'est ça qui fait que je me lève le matin. Je le vois beaucoup comme ça. Une des grandes discussions qu'on a, parce que là, on est à dénouer, dans le fond, comment on travaille, tu sais, on disait la conciliation études-travail, ça va changer un peu parce qu'on se rend compte que c'est pas tant ça l'enjeu. L'enjeu, c'est à quoi je rêve, moi, dans la vie. Ça te prend un objectif, un rêve, effectivement. Ouais. Comment on croire, accompagne? Dire, moi, je peux. Tu sais, toi, tu disais, donc, tant qu'à j'ai fait le microprogramme, je suis capable de faire le DESS, puis après ça, c'est juste de peut-être croire en toi aussi. Là, apprendre aussi, je pense,
apprendre à connaître ses capacités et ses limites. T'sais. Fait que notre question, c'est comment on va accompagner les jeunes pour qu'ils puissent développer ça à partir de tout petit jusqu'à... Savoir ce que tu fais là aussi. Oui, là, c'est ça. Ouais. Dans les études, on voit aussi que la nouvelle génération Z là, qui s'en vient sur le marché du travail, ils veulent contribuer, ils veulent avoir un impact, ils veulent les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Donc, c'est ça aussi de se questionner, bien, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce qu'ils veulent apporter. Ils ont quelque chose qu'ils peuvent, de la façon qu'ils voudront le faire, là, mais dire, il y a cette génération-là. Des fois, on dit, les jeunes d'aujourd'hui sont allumés. Ils sont beaux. Ils sont vraiment allumés. Ils sont beaux. Je continue dans le sondage. Une autre chose aussi qui nous fait réfléchir, moi, en tout cas, qui me fait réfléchir, c'est tout le souci de soutien aux parents. Ça, c'est ressorti aussi comme une priorité. Là. Les parents ont besoin de soutien. OK, c'est super. Puis en même temps, on entend des partenaires où les parents sont occupés, sont débordés. Puis, comme elle disait tout à l'heure, on ne veut pas les agresser non plus ou les faire sentir coupables. Je pense que les parents se mettent déjà à cette pression de même. Oui, ils se sentent déjà assez coupables, ils sont déjà assez débordés. Fait que, comment aussi... Qu'est-ce qu'ils ont besoin vraiment, les parents? On leur a-tu déjà demandé, tu sais? Je pense moi, je suis une ancienne mère puis une grand-mère, mais je pense qu'on pense beaucoup aussi pour les parents. C'est pas parce que tu n'ouvres pas le courriel que tu n'es pas intéressé au parcours de tes enfants, mais comment on peut rejoindre de la façon qui leur convient le mieux? Bien, il faut savoir c'est quoi qui leur convient le mieux. Fait que ça aussi, tu sais, on se pose ce genre de questions-là, nous autres. Là. Mon père m'a toujours dit que je pelletais des nuages. Oui, mais l'objectif, c'est d'avoir quelque chose entre les mains pour changer les choses. Tu disais tout à l'heure avec les chiffres, là, dire il y a quelque chose de concret, le résultat. Effectivement, ça ne se voit pas en une semaine, mais sur 5 ans, dire OK, ça s'est amélioré. Puis on le voit en chiffres, mais on a les gens terrain aussi qui nous le disent. OK, en 2022, avant que la nouvelle loi sorte, les gens étaient très préoccupés conciliation et du travail. Puis là, ben, la loi fait son petit bout de chemin. Donc, on est peut-être rendu ailleurs. On a des gens terrain aussi qui nous aiguillent là-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous devez toujours vous adapter. Puis, c'est le milieu qui arrive avec « Tiens, on a un nouveau besoin. Oups, OK, il faut qu'on trouve quelque chose. » Des fois, de dire où tel organisme vous approche. Je ne sais pas si c'est les organismes qui vous approchent ou si c'est les deux. Ça doit être dans les deux sens, probablement. C'est un échange. Hein? Quand tu travailles en concertation, moi, j'ai toujours dit, dans le fond, ce qu'on a à faire, c'est mettre nos enjeux en commun, qui sont parfois différents, parfois pareils, puis arriver à en faire un objectif ou trouver qu'est-ce qui nous unit. C'est ça le défi de la concertation. Là. Les centres de services scolaires ont des défis, ils ont des commandes, le centre de santé et de services sociaux aussi, l'UQAT, le cégep, les maisons de la famille, tout le monde a des contraintes, mais si on se met ensemble, notre lien commun, ce qui nous unit, c'est la réussite du jeune. C'est les jeunes et leur réussite. Exact. C'est ça. Puis, tu sais, on a souvent l'impression, c'est le rôle de l'école. Mais vous autres, vous prouvez que il y a des centaines d'organismes et de personnes aussi. Là, tu disais tout à l'heure, parents, grands-parents, même des adultes, des fois, ça peut être des oncles, des grands-cousins, de « Hey, mon cousin a fait des études, je dois être capable moi aussi. » Bien, ça, c'était une des prémices. Tantôt, j'ai parlé de la table interordre des directeurs de centres de services scolaires, cégep, université, puis c'était une de leurs prémices qu'on n'arrivera jamais à changer les choses tout seul. L'école, ils ont une job à faire, là, éduquer, qualifier. Je me souviens pas c'est quoi tous les termes, là, mais probablement que tu les connais mieux que moi, mais ça, c'est le volet qui appartient à l'école, mais ça prend tout un village pour élever un enfant, hein, c'est ça. Il faut que les parents y croient, il faut que les services soient là, il faut travailler l'accès, il faut travailler tellement de choses. Il faut aussi... là, peut-être je parle trop, non? Non, pas du tout. Pas du tout. On t'a invité pour ça. Oui, Miss Projet, hein, c'est ça. Oui. C'est ça l'affaire. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est on n'obtiendra pas des résultats en faisant ce qu'on a toujours fait. Tu sais, à un moment donné, j'ai appris ça en travail social. Tu sais, si ce que tu fais, ça ne marche pas, arrête de le refaire, change à un moment donné. Mais l'humain, il a ce réflexe-là souvent, là, de dire « Ah, mon Dieu, je retombe tout le temps dans le même dallo. » C'est confortable, c'est ça. On ne comprend pas les résultats. OK, on essaye quelque chose de nouveau. C'est ça. Fait qu'il y a plusieurs choses de nouvelles qu'on fait, là, mais tu sais, il y a deux choses là, qui sont un bébé naissant puis un bébé qui va avoir 1 an là, dans quelques semaines. Tu sais, les rendez-vous inspirants, ça, c'est une rencontre régionale où on invite toute notre panoplie de partenaires à venir pendant cette journée-là, s'approprier. Là, le 17 octobre, c'est ça qu'on va faire. Peut-être qu'il va être trop tard, mais ça va être annuel, là, les rendez-vous inspirants. Il y en aura un autre l'autre année d'après, à peu près au mois d'octobre. Oui, c'est ça. C'est nous autres, on se crée des... C'est tous les gens spécialisés de la petite enfance qui se retrouvent ensemble? C'est tous les
partenaires qui travaillent auprès des tout-petits, enfants, adolescents, jeunes adultes, éducation supérieure, puis qui sont intéressés à... Ils s'échangent leurs bons coups, puis leur... En fait, le matin, on présente des données scientifiques. Comme là, on va parler de la pédagogie ou l'éducation en plein air. Nous autres, on appelle ça « s'épanouir dehors » en Abitibi-Témiscamingue. Puis l'idée en arrière de ça, c'est que plutôt que de travailler petit problème par petit problème, si on emmenait une approche différente, qui a un impact sur un paquet de trucs, qui a un impact sur les écrans, sur le besoin de bouger des garçons, sur les difficultés de santé mentale des filles. Puis les habitués à aller dehors, sortir aussi. Oui, c'est ça. Si on réussissait à induire ça, on viendrait travailler sur un paquet de facteurs de risque. Fait que notre hypothèse, c'est que ça pourrait changer des choses. C'est un grand chantier, là, on ne fera pas ça en claquant des doigts, là, mais il y a des études à l'appui. Fait qu'on invite ces spécialistes-là à venir nous présenter des données. Il y a des gens de la région qui ont déjà des bonnes pratiques, qui vont venir présenter ce qu'ils font dans des kiosques, que les gens vont pouvoir leur parler. Puis en après-midi, les gens vont pouvoir vivre une immersion selon les gens avec qui ils travaillent. Le grand public n'est pas invité là. Non, ça, c'est vraiment dans notre partenaire. C'est ça, notre clientèle, exact. Donc, partenaire. Ils vont pouvoir, entre eux, aller voir les kiosques, je vais aller voir telle personne. Puis autant des éducatrices de CPE, des directions de CPE d'école. C'est ça. Ça peut être à l'école des adultes aussi. Là, des profs d'université qui enseignent à des futurs enseignants. On a vraiment là, toute une panoplie. Les parents, mais c'est un bon point que tu amènes, parce que les parents, on les oublie pas, parce qu'eux autres aussi ont un rôle à jouer dans ça. Puis je pense que ça peut être un outil utile pour les parents aussi d'aller dehors avec leurs enfants. Fait qu'eux autres aussi, là, c'est pas dans le cadre de cette journée-là que ça va se faire, mais il va y avoir une offre de service pour les parents, probablement via notre site web, là, des formations, des outils, des webinaires. On le fait un peu aussi au podcast. Au balado. Oui, on s'adresse, c'est vraiment... C'est ça. C'est ça, on disait tout à l'heure, vous vous adressez pas directement aux parents, mais le podcast que vous écoutez en ce moment sert à ça. C'est dire, OK, Action Réussite. Puis on finalement, à travers les différents podcasts, c'est vos partenaires qu'on vous présente finalement, qu'on présente aux gens, je veux dire, de dire, OK, tel CPE a développé telle affaire, on invite tel spécialiste, ou même des parents, ordinaires, des parents qui ont fait des bons coups, des essais, puis c'est ça le but de Cultivons leur potentiel. Puis un parent qui se dit, hey, j'ai écouté le podcast, ça m'intéresse d'aller plus dehors, je pense que ça me ferait du bien, ça ferait du bien à mes enfants. Bien, il va avoir les outils sur le site pour aller plus loin. C'est un peu comme ça qu'on C'est en plein ça. l'amène. Fait qu'ils sont toujours là, sont toujours en arrière de notre temps que les parents, parce qu'on sait que ça fait partie du changement. Moi, je suis une grand-mère, je côtoie mes petits-enfants, je sais que je peux influencer en faisant imprimer un Pikachu, puis le colorier. Ben, c'est une action qui soutient la persévérance scolaire, la réussite éducative. Ça n'a pas besoin... Oui, c'est ça, la motricité fine, l'intérêt pour l'écriture. Moi, c'est des petits-fils que j'ai, des petits garçons, donc... c'est moins facile pour eux, mettons. J'ai une tante qui a un service de garde, puis elle a dit des fois, les enfants, juste leur apprendre à sauter. Oui. Juste être capable de sauter par-dessus quelque chose. Elle disait des fois, il y en a qui ne sont pas stimulés du tout, dire où aller dehors, apprendre, on le disait, apprendre à grimper, apprendre à se faire confiance, apprendre aussi voir une bébite. Apprendre comme parent ou comme grand-parent aussi de ne pas avoir peur, d'avoir peur puis de transmettre. Ça aussi, on a un apprentissage à faire là-dessus. Là, moi, j'ai côtoyé mes petits tomboys tout l'été, puis ça grimpe. Ça se fait mal, puis c'est pas grave. Oui, c'est ça, un plaster. On guérit des bobos. C'est ça. Puis l'autre chose aussi qui s'en vient, qui est une pratique vraiment différente, puis on espère changer des choses, c'est un laboratoire d'innovation en persévérance scolaire puis en réussite éducative. Ça aussi, on est dans quelque chose qui est un peu... flyé, mais pas flyé en même temps, parce que c'est une démarche scientifique. On est accompagné par le CITREC, le Centre de transfert en éducation, Centre de transfert en enseignement du Québec, puis l'IO, qui est un organisme spécialisé en laboratoire d'innovation. Fait que c'est tout un processus pour réussir à venir régler ou répondre des problématiques complexes en concertation. Si on veut les régler, il faut que quelqu'un se penche dessus, tout simplement. Je veux dire, des spécialistes, en échange. Puis tu disais le terrain, à partir de ces connaissances-là, après ça, à travers les différents organismes qui sont reliés, le mettre en application, le tester. Puis... c'est une formule, justement, qu'on se permet... Il y a une des partenaires qui disait, on se donne le droit à l'erreur. On essaie de faire différent, on essaie de trouver une nouvelle solution. Puis c'est correct, ça fait partie du processus d'apprentissage, puis de ressortir peut-être avec un projet qui va être
vraiment porteur, puis vraiment utile. Qui va influencer le cours des choses, c'est ça. En terminant, qu'est-ce qu'on nous souhaite comme région au niveau de la persévérance scolaire puis de la réussite? C'est quoi? Tu disais tout à l'heure, on a un plan. Qu'est-ce que tu nous souhaites? Au laboratoire d'innovation... C'est quoi ton rêve? Mon rêve, je veux devenir la maître du monde. Ouais. Tout le monde va s'instruire. C'est même pas aussi fou que ça, mon rêve. Tu sais, quand on était la semaine passée à notre première journée de laboratoire d'innovation, la dame qui nous accompagne, Hélène, a parlé de territoire apprenant ou de région apprenante. C'est ça mon rêve, moi. C'est qu'on évolue puis qu'on actualise, dans le fond, ce qu'on est en train de se souhaiter pour les jeunes. Faut le porter. Fait que je nous souhaite ça. Je nous souhaite d'être une région apprenante ou un territoire apprenant, peu importe le nom que ça prendra. Là. Tu sais, pour dire, nous autres, c'est important d'apprendre tout au long de la vie. C'est important que les gens trouvent leur voie, réalisent leurs rêves. Ça fait du monde heureux. Oui. Du monde qui reste en région au lieu d'aller ailleurs. C'est ça. Puis ça fait une région aussi porteuse d'espoir pour le futur, hein, parce que le fait que moi, j'ai été à l'école, que ma fille est allée à l'école, ça influence l'école de mes petits-enfants aussi. Fait que le futur... Fait que, tu sais, c'est ça, là, c'est tout est attaché. Fait que c'est ça que je nous souhaite. Ça devient normal, effectivement. Puis, je disais tout à l'heure, je suis le deuxième de famille. Mon grand frère est allé à l'école. C'était le premier de notre parenté, je pense. Ouais. Après ça, il y a eu moi, puis on dirait que tous nos jeunes cousins, cousines, neveux, nièces, par la suite, c'était quelque chose de normal, puis c'est quelque chose de... Ouais. Je sais pas, il y a pas... Tu sais, moi, je veux devenir comptable, moi, je veux devenir ça. Ça ouvre des possibilités. Il n'y a rien qui m'empêche. Puis on est... Tu sais, moi, je suis parti à Montréal, je suis revenu par la suite. Il y a cette possibilité-là aussi qui existe. Ben, tu vois, moi, je suis allée à l'école, j'ai fait un bac, j'ai fait ma maîtrise. Mes enfants... Eux autres ont fait des DEP. Puis je me souviens que plus jeune, ils me disaient « c'est de la pression pour nous autres. » Puis moi, j'ai toujours dit « c'est pas de pression. » Dans le fond, fais ce que t'aimes, puis assure-toi que... Pour moi, c'est pas important que tu aies ton secondaire 5. C'est important que tu aies un métier. Quand tu vas sortir de l'école, il faut que tu aies un métier. Puis là, ils ont vieilli, ils approchent la trentaine. Puis toutes les deux me disent « moi, je pense que je vais retourner à l'école. J'aurais le goût de prendre un cours ou finalement, c'est pas ça que je veux faire toute ma vie. » C'est physiquement aussi en vieillissant. Il y a des jobs très manuels, exigeants. Après ça, quand tu peux aller dans un poste de direction. Oui, mais il y a aussi se permettre de se dire que ça se peut que tu ailles à l'école toute ta vie. Exact. Avant, on faisait un métier pour les 50 prochaines années. Puis ça enlève de la pression aussi dans le choix, dans le sens où là, tu dois choisir pour le reste de ta vie. Tu peux choisir pour les prochaines années. Puis... Et pendant que je fais ce métier-là, je me forme pour le prochain métier que je vais faire, que ce soit dans le même secteur ou non. Puis je ne sais pas si c'était toi qui me disais ça, là, mais on a énormément d'étudiants à temps partiel, beaucoup plus que les autres régions, ou d'adultes à temps partiel qui étudient ou en ligne. Tu nous disais ça. C'est de la nouvelle clientèle. Hein, c'est des clientèles en développement dans les études supérieures. N'ayez pas peur de rêver, en résumé. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous lire ma petite conclusion. Là, on est rendu pas mal loin. Donc, est-ce que tu avais un saviez-vous? Non. Saviez-vous? Non, je n'avais pas. Tu n'en avais pas. C'est très bien. On en a mis plein éparpillés. On a saviez-vous tout le long. Alors, merci à notre invitée, Mme Marie-Claude Lacombe, directrice générale d'Action Réussite. Merci évidemment à Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite, Abitibi-Témiscamingue. Merci, Pascal. Donc, vous savez maintenant ce que c'est, j'espère. Il va falloir faire 2 épisodes, il y a bien trop de stock. On reviendra quand on aura des nouvelles idées, des nouveaux, des développements dans notre laboratoire d'innovation. On va se tenir au courant. Exact. Mais en attendant, vous pouvez consulter évidemment la page Facebook, le site Internet où il y a une foule de liens, d'informations et écoutez évidemment, cultivons leur potentiel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, alliés de la réussite. On se revoit pour un prochain épisode.